Bien, pour rester à l'heure, nous allons commencer. Et les personnes un peu en retard vont se joindre à nous. C'est vrai que c'est dimanche matin. Shavua Tov à vous tous. Chodesh Tov avec un peu de retard. Comme je l'ai dit jeudi, nous rentrons dans le mois de Hadar, qui est le mois de la joie, j'allais dire le mois un petit peu de l'insouciance, et le mois des réjouissances qui commence. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'aborder avec vous un nouveau thème que nous avons rarement abordé à travers nos différentes conférences. Nous avons le plaisir de recevoir donc Ménis Sonino, qui est, je crois, professeur d'hébreu à ses enfants de livre, mais avant tout un architecte, un designer israélien. Donc Ménis va aborder avec nous un sujet, j'allais dire, qui est un sujet très ouvert, très intéressant et très peu connu, qui est l'architecture israélienne. Il a appelé le thème de sa conférence l'architecture israélienne, une question d'échelle. Je crois qu'il va nous expliquer ça un petit peu plus. C'est vrai que pour les gens qui connaissent un peu comme moi Israël, j'y habite depuis une quarantaine d'années, ou qui connaissent Israël depuis un peu plus longtemps, vous allez vous rendre compte que s'il y a un domaine sur lequel l'État d'Israël a fait des progrès plus qu'impressionnants, j'allais dire inimaginables pour un pays, pour un si petit pays qui a commencé aussi loin de l'échelle, j'allais dire pour reprendre un peu le thème, c'est Israël qui a commencé avec des tentes, qui est passé avec des petites bâtisses et qui aujourd'hui est très proche des gratte-ciels. Enfin, ça, c'est évidemment pour donner une image très, très succincte. Et je pense que Méni, dans sa présentation, va nous donner une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus enrichissante. Et voilà, je vous remercie à tous d'être branchés avec nous en ce dimanche matin. Je vous rappelle les règles du jeu. C'est qu'évidemment, vos micros sont fermés. J'espère que vous aurez des questions. En tout cas, la présentation de Méni va durer entre 40 et 50 minutes. Et vous aurez le dernier quart d'heure à peu près pour poser vos questions. Voilà, donc cette conférence Israël s'invite chez vous vous est proposée dans le cadre de l'OSM, comme toujours, avec en partenariat le département des activités sionistes en diaspora et le département de la promotion de l'ALIA, voilà, qui font tout pour faire en sorte que malgré que les aéroports soient fermés, malgré cette distance qui est de plus en plus pénible et difficile pour vous, mais aussi pour nous, qui avons pour beaucoup des relations familiales, personnelles, amicales et professionnelles avec la France. On espère, en tout cas, nous, on est pour déjà plus de 3 millions d'Israéliens, c'est-à-dire quasiment 40% de la population après les 2 vaccins. Et on peut vous dire qu'on commence à sentir les premiers effets. Alors, il ne faut pas qu'on soit euphorique, mais je pense que voilà, là aussi, Israël a montré qu'elle avait des capacités énormes. Voilà, pour revenir à notre sujet, je donne la parole. Et je remercie d'abord Naftali Lévy, évidemment, et Yasmine Manaim à Paris, qui organisent avec nous ce programme et lequel nous allons continuer d'être en contact, évidemment, tout au long du mois de Hadar et du mois qui va venir ensuite. Donc, Meir, la parole est à toi. Toda Rabba ve Yom Tov Lekulam. Toda Rabba. Et alors, je suis Ménis Sonino, je suis architecte, je suis diplômé du Technion à Haïfa, du département d'architecture et urbanisme. Et comme vous pouvez attendre, je ne suis pas français, alors si je fais des petites fautes, désolé à l'avance. Alors, on va parler aujourd'hui de l'architecture israélienne, une question d'échelle. Et pourquoi une question d'échelle? Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'une architecture, n'importe quelle, on doit parler d'échelle. C'est quoi une échelle? Une échelle, c'est un niveau d'information. C'est le mot. Quels sont les domaines qu'on peut utiliser les échelles ou les niveaux d'information? Ça peut être les plans, évidemment, ça c'est le plus connu. On a un plan d'une ville ou un plan détaillé d'un détail. Ça peut être vision et méthode. Ça peut être type de projet. Ça peut être des produits même, comme une fenêtre. Et ici, on peut voir déjà une esquisse magnifique d'un architecte que j'aime beaucoup, architecte David Reznik, qui a créé, c'est son premier esquisse qu'il a créé, et pour un groupe chassidi qui s'appelle Chassidei Gour, si vous connaissez, à Jérusalem. Et déjà, moi, j'aime beaucoup cette esquisse parce que déjà, dans une esquisse, il a pensé aux plusieurs échelles. On peut voir même les pièces ou les classes pour Talmud, on peut voir le bâtiment complet, on peut voir qu'il a pensé de Olchei Regel, c'est les gens qui marchent dans la rue, on peut voir qu'il a écrit Tzafon, il pense déjà au niveau d'un pays ou une ville.
Alors, un petit peu, quelle est la différence entre les échelles? C'est quoi les échelles? Je dis beaucoup d'échelles, c'est quoi exactement? Alors, une petite échelle, c'est surface représentée grande et plan plus détaillé. Ça peut être un pays, une ville, un quartier. Et l'autre côté, on a une grande échelle et surface représentée petite, plan beaucoup détaillé, comme une construction, bâtiment, design intérieur ou même un détail. En fait, c'est comme regarder à la loupe. Si je prends une petite échelle, on a dit que c'est la carte d'une ville, par exemple. Ici, c'est la carte de Tel Aviv. Et je regarde à la loupe, je m'approche et je peux voir un bâtiment. Et pareil, je peux continuer, je regarde à la loupe et je regarde peut-être un détail ou une table qu'on voit ici. Et juste pour simplifier les choses, une petite échelle représente l'urbanisme et une grande échelle représente construction, un bâtiment ou un détail. C'est vrai, quand on dit l'architecture, normalement, on pense des constructions, on pense d'un bâtiment, mais ce n'est pas que. Quand on parle d'une architecture, de l'architecture, on doit comprendre ces liens entre les trois, urbanisme, construction et un détail. C'est un lien qui est incassable et résistant. Et pour ça, je vais présenter aujourd'hui plusieurs définitions dans chaque sujet, d'urbanisme, construction et détail. Et donc, de même sens, les sujets sont aujourd'hui la terre d'Israël et le master plan, la grande ville et le kibbutz, le quartier et cité-jardin, le style international Bauhaus Eclectism, ça je suis sûr que vous connaissez. Et je vais vous montrer mes projets d'architecture d'intérieur, comment moi, comme un architecte un israélien, j'ai intégré ces principes ou ces idées. Et le détail, le balcon en Israël et le doud, si vous avez, j'imagine que vous connaissez un petit peu un chauffe-eau solaire qui est très, très présent en Israël, on peut dire. Alors, on va commencer avec la terre d'Israël et le master plan. Alors, pour comprendre avant le master plan, on doit comprendre la terre d'Israël. Et la géographie, ou plutôt la géographie physique ou géographie naturelle d'Israël. Dans ce petit terrain d'Israël, on peut trouver plusieurs zones géographiques. Chaque zone a son aire et sa nature différente. Dans ce petit terrain, on peut classifier même plusieurs familles de climats. Par exemple, plateau du Golan, il neige. Tel Aviv, on a la plage. La mer Morte, on sait que c'est un lieu très, très particulier dans le monde entier. On a les Galilées, que là-bas, la terre est fertile. Jérusalem et les montagnes. On a le Negev, le désert. On a beaucoup, beaucoup de types de géographie en Israël, dans un petit pays, en fait. Alors, si j'étais un architecte, par exemple, qui s'appelle Ariel Sharon, c'est un vrai architecte, et je voulais planifier Israël, et je vois la carte d'Israël comme ça, mais vide, sans les villes en ce moment. Par exemple, à côté de la mer Morte, j'imagine que je ne vais pas poser les zones agricoles ou dans les déserts, peut-être plutôt dans le Sharon ou dans le nord. Et en fait, comme on a dit, Ariel Sharon était un vrai architecte. Il a créé le Master Plan d'Israël. Le Master Plan, c'est son projet le plus important, parmi les projets les plus importants en Israël, on peut dire. Et je vais dire quelques faits sur lui et sur ce projet. Premier, Ariel Sharon est un architecte israélien. Son projet le plus important a été le Master Plan d'Israël, le plan directeur. Il est diplômé de l'école du Bauhaus. Il a travaillé sur ce plan entre les années 49 et 53. Il a créé ce projet dans le département de planification du bureau de premier ministre israélien à l'époque, c'était Ben Gurion, et on dit qu'ils ont travaillé ensemble sur ce plan même. Ce plan a été publié pour la première fois en 1951. Ce plan s'appelle également le plan de Sharon. Et on peut toujours trouver ce livre qui s'appelle Tichnun Fizik Israël, planification physique en Israël. Les plans n'étaient jamais confirmés à la loi de l'État d'Israël, mais a fonctionné et toujours fonctionne comme un guide de planification en Israël. Même aujourd'hui, quand vous construisez quelque chose, on regarde là-bas.
c'est un livre de 51. Et les principes du plan étaient dispersion de la population dans le Negev et le Galilée et la création d'un réseau hiérarchique de villes et de villages. Un autre sujet qui est très important, qui a influencé l'architecture en Israël, c'est la peuple d'Israël. Aujourd'hui, quand on parle de la population en Israël, pour nous, peut-être, ça a l'air assez homogène, mais n'oubliez pas que l'État d'Israël moderne est assez jeune. Et on avait les Allemands et les populations d'Iran, par exemple, qui étaient arrivées. Ou, par exemple, mes parents, que mon père était français d'Avignon et ma mère israélienne avec origine irakienne. Et c'est vrai, quand les architectes à l'époque ont créé, ils ont pensé comment on peut créer des bâtiments qui conviennent pour plusieurs cultures. Après, c'est un autre discours si ça a marché ou pas, mais c'était l'idée. Et c'est sûr que ça a influencé l'architecture israélienne. Et entre parenthèses, je veux dire, l'année est 48 et l'architecture moderne est à son apogée. Alors, l'architecture moderne ou le mouvement moderne est très important en Israël. C'est-à-dire qu'on doit comprendre un petit peu ce mouvement pour comprendre l'architecture israélienne. L'architecture moderne, c'est un mouvement qui est né du passage progressif de la campagne à la ville. Cette architecture discute particulièrement aux sujets techniques, sociaux et culturels. C'est-à-dire que la définition esthétique n'existe moins dans ce mouvement, et particulièrement en Israël. Et comme vous pouvez voir un petit peu. C'est vrai que pendant les années, ça a changé, mais à la base, l'architecture moderne ne parle pas d'esthétique nécessairement. C'est plutôt des idées philosophiques et techniques et sociaux. Et je vais vous montrer par exemple un projet qui s'appelle La Ville radieuse d'un architecte que vous pouvez peut-être vous connaissez, j'imagine, Le Corbusier. Ça, c'est dans les années 30. Et l'autre côté, on regarde, on voit une rue à Tel Aviv à 2018. On peut voir qu'il y a quelques liens. Pareil, ça c'est Iriamim, l'autre côté, à droite c'est la ville radieuse du Corbusier toujours, et l'autre côté, Iriamim à Netanya à 2010. Et même le bureau qui a créé le Iriamim à Netanya a dit qu'il était influencé par ce projet particulièrement. Alors c'est vrai, ça on parle de l'apparence aussi, mais c'est vrai qu'il y a un lien qui est un petit peu plus profond. Alors imaginez les architectes, il y avait beaucoup d'architectes israéliens, allemands, qui est arrivé du Bauhaus ou de ce mouvement à Tel Aviv, en Israël. Ça, c'est rue Rothschild à Tel Aviv dans les années 20. Et si vous étiez en Israël, vous savez que c'est une rue parmi les plus chargées à Tel Aviv. Et on voit ici un petit village, on peut dire. Alors imaginez, voilà, ils ont un pays blanc, une page blanche pour installer et intégrer ces méthodes sociaux, techniques, etc. Alors évidemment, l'architecture israélienne contient les idées d'architecture moderne. Et on continue avec l'échelle, on s'approche, la grande ville et le kibbutz. Alors, aujourd'hui, on a deux modèles principaux de zones d'habitation. C'est toujours vient du livre de Ariel Sharon qu'on a dit tout à l'heure. Et premier, c'est zone urbaine et deuxième, zone rurale. Dans chaque zone, on a aussi des sous-zones. Et nous, on va parler aujourd'hui de la grande ville. Évidemment, on a une petite ville, une ville moyenne. Et zone rurale, on va parler du kibbutz. Alors, la grande ville. Alors, dans les années 50 déjà, quand Ariel Sharon a créé son plan, déjà on avait trois grandes villes qui étaient assez développées. Ça, c'est Tel Aviv dans les années 50, Jérusalem et Haïfa. Alors, ce que Ariel Sharon a dit, il a dit, OK, on ne change pas grand-chose, mais
on va donner une vision pour chaque ville. Alors, Tel Aviv, c'est la grande ville du culture. Jérusalem, ce sera la capitale et avec les centres du gouvernement. Et Haïfa, c'est le port pour l'échange international et l'industrie lourde. Nous, on va parler de Tel Aviv. Et comme on a dit, 48 déjà ou 51, et déjà, Tel Aviv était déjà développé. Pour ça, on va remonter le temps. Dans les années 20, ça c'est rue Bougrachov à Tel Aviv, comme vous pouvez voir, un petit village toujours. Et dans cette année, on a commencé de travailler de plan de Guedes. Guedes, c'était un urbaniste écossais très connu qui a créé le plan de Tel Aviv. Et sa première vision de Tel Aviv était une ville moderne. Ça, c'était sa vision. Et on peut voir ici un autre plan. Et ça, c'est Tel Aviv aujourd'hui. Et dans ces points, j'aimerais bien remarquer que Tel Aviv, c'est une vraie ville moderne, pas seulement grâce de ses bâtiments, mais aussi grâce à la planification urbaine de Guedes. On dit aujourd'hui que Tel Aviv, on parle beaucoup de Bauhaus aujourd'hui. C'est vrai, là-bas, le Bauhaus, c'est un style moderne, mais aussi la planification urbaine était moderne dans cette époque. Et quand on marche aussi dans les rues de Tel Aviv, Guedes est présent dans ce plan. C'est vrai, pendant les années aussi, on a changé, mais quand même, on a gardé l'air. Et le kibbutz. Si vous savez, le kibbutz, c'est-à-dire en hébreu l'assemblée, et ce type de village collectif qui était créé selon le principe du mouvement sioniste. Et c'est tenu la création de l'État d'Israël. Ça, c'est le kibbutz Zikim en 1956 et Hulda. Alors, quand on parle de l'architecture, les bâtiments, si vous étiez dans le kibbutz, il n'y a pas beaucoup de choses à voir architecturalement, je peux dire. Mais n'oubliez pas, on a dit l'architecture moderne part aux sujets sociaux et culturels liés à la révolution industrielle. C'est exactement ça. Kibbutz, c'était une idée philosophique. Et ça, c'est l'idée aussi de l'architecture israélienne. Il y a beaucoup d'idées philosophiques derrière. Aussi le kibbutz, évidemment. Parce qu'après tout, avant tout, c'était une idée ou une méthode philosophique. Et on continue. Maintenant, jusqu'à là, on a vu on était dans une petite échelle, on a vu la grande ville, on a vu les quartiers. Et maintenant, on voit les quartiers, on peut voir déjà comme un homme, comme une personne normale, on peut dire. Je parlais de cité-jardin. Si vous étiez en Israël, peut-être vous avez vu un phénomène que chaque bâtiment presque a un petit jardin autour du bâtiment. On peut voir ici Tel Aviv, par exemple, on peut voir autour de bâtiments, il y a de petits jardins presque toujours. Aussi, ça, c'est Tel Aviv. Non, par exemple, à Paris, normalement, c'est collé, le bâtiment ici. Alors non, à Tel Aviv, particulièrement les immeubles vieux, c'est vrai. Tel Aviv toujours, mais pas que, aussi Rishon-LeZion, que c'est ma ville. Et Cité Jardin, c'était une méthode du 19e siècle de Ebenezer, comme le titre Cité Jardin, c'est-à-dire comment je mélange le jardin dans la ville, plutôt, ou le végétal. Et ce n'était pas une idée, c'est pas comme on voit aujourd'hui en Israël. Par exemple, ça c'est Bruxelles. À l'époque, c'était être contre le système anglais. Il était anglais, Ebenezer. Mais nous, les Israéliens, on a pris cette méthode, on a changé, on a modifié. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand on planifie des bâtiments, on garde cette idée cité-jardin. Et même on peut voir dans le plan de Guedes, ce qu'on a vu tout à l'heure, comment il a mis les végétales, le petit jardin, entre le bâtiment, dans les rues. Et ce n'est pas par hasard. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de quartiers en Israël qui portent ce titre, Irganim en hébreu, c'est-à-dire cité-jardin, Irganim. Ça, c'est Irganim à Jérusalem,
Et il y a une différence entre Irganim et Beit Vagan? Et Beit Vagan, c'est plus petit, justement. Irganim, c'est franchement cette idée Irganim, c'est un petit peu c'est plus nouveau. Irganim, c'est du 19e siècle plutôt. C'est presque pareil, c'est bien de ça. C'est le fils de Irganim, on peut dire. Et voilà, on a terminé avec le quartier Cité-Jardin et maintenant on parle de le style international, Bauhaus et éclectisme. Alors tout d'abord, Bauhaus, c'est pas un style. Je sais on aime dire j'habite dans un immeuble de Bauhaus, mais Bauhaus, c'est pas un style. Bauhaus, c'est une école. Et si on regarde l'architecture moderne, on a plusieurs mouvements dans l'architecture moderne. On a le style international, on a éclectisme, d'autres. Et dans le style international, on a le Bauhaus, et dans l'éclectisme, on a l'éclectisme en Israël, qui est très, très particulier pour Israël. Alors, comme on a dit, l'école du Bauhaus, c'est une école entre les deux guerres en Allemagne. Et c'était une école d'architecture, mais pas que. C'était de Gropius qui a créé, un architecte qui a créé cette école. Et c'était aussi une école de l'art. Et ça, c'est une chaise très, très connue qui a été créée à Bauhaus. Et aussi le tissu, le tapis. Et il y a beaucoup d'Israéliens, architectes israéliens comme Ariel Sharon, qu'on a parlé tout à l'heure, et qui taillent Weinraub, qui viennent de là-bas. Alors, l'idéologie de Bauhaus, premier, créer un nouveau monde. Ça, c'est le premier style, le premier principe du Bauhaus, créer un nouveau monde. Et je reviens ici toujours pour cette image de Rothschild à 23, créer un nouveau monde. On a un pays vide, une page blanche, et d'architectes qui viennent avec cette phrase dans la tête, créer un nouveau monde. Alors, évidemment, il y a un grand lien entre le Bauhaus ou la méthode de Bauhaus et Israël. Et deuxième chose que peut-être vous connaissez, cette phrase form follow function, en français, la forme suit la fonction, c'est un principe très, très, très important chez les gens de Bauhaus. C'est quoi form follow function? C'est-à-dire que je crée la fonction tout d'abord, comme ici. C'est quoi la fonction ici? La fonction est les escaliers. Et après, je crée la forme selon la fonction. Et ça, c'est l'idée. Par exemple, ici, on va à architecture gothique. Quelle est la fonction de la colonne? Chacun pour soi pense. Alors, la fonction soutient le bâtiment, seulement. Alors, est-ce que j'ai besoin de décorer la colonne si la fonction déjà est juste soutenir? Alors, les gens de Bauhaus ou le style international disent non. Si la fonction est seulement soutenir le bâtiment, alors c'est une colonne et pas que ça, comme ici. Voilà, ça, c'est un bâtiment de Bauhaus. N'oubliez pas aussi qu'Israël, dans les années 50, était un pays très, très, très pauvre. Et ça a bien marché avec cette idée. J'ai une fonction seulement, alors je vais créer selon la fonction. Et ces principes du Bauhaus et la situation en Israël, la situation, c'est aussi le fait que le pays était pauvre, mais aussi la chaleur, aussi le désert, aussi Ariel Sharon, etc., a créé un style, on peut dire, assez particulier. Alors, je veux dire le principe de design, ce qu'on voit, l'esthétique, on peut dire. Alors, premier, c'est form follow function, comme on a dit tout à l'heure. Alors, quelle est la fonction ici? La fonction ici est justement avoir habitation pour les immigrants qui arrivent tout de suite dans 2 mois. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, ça c'est habitation à Beersheba. Il faut créer tout de suite un bâtiment pour tout le monde.
Et ça, c'est le plus important. Est-ce que c'est joli ou pas? Ce n'est pas une question. Il faut avoir une habitation pour tout le monde. Ça, c'est la fonction et on va créer une habitation. Deuxième principe du Bauhaus, ou de ce style, c'est le premier étage qui est ouvert. Et par exemple, ça c'est le musée de Tel Aviv. Alors on peut voir ici, aussi même ici, que le premier étage est ouvert. Et vous allez marquer mieux la prochaine fois en Israël que presque toujours premier étage est ouvert. Mais quelle est la fonction? La fonction, c'est, en fait, on dit que la Terre, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que je ne veux pas bloquer la Terre, parce que la Terre est pour tout le monde. Ça, c'est une idée philosophique, idéologique. Et regardez, ça, c'est aussi quelque chose de particulier, parce qu'on a pris deux méthodes en Israël, cité-jardin et premier étage ouvert. On a créé quelque chose assez particulier que le végétal entre, en fait, dans le étage. Ça nous donne un style aussi. Ça, c'est habitation des Tzahal à Kiryat Ono, à côté de Tel Aviv. Et un autre principe, c'est toit plat. Alors, quelle est la fonction? La fonction de Bao, c'était juste pour avoir l'espace. Pourquoi pas utiliser le toit comme un balcon? Mais deuxièmement, aujourd'hui aussi, c'est pour le doud qu'on a dit tout à l'heure. Et ça fonctionne bien parce qu'il faut on doit poser les doudes où on peut poser les doudes sur le toit. Notre principe, c'est volume de forme simple. Alors, carré, rond, cube, etc. Aussi, c'est la même habitation de salle. On a besoin des couloirs, alors on va créer une boîte. Ici, on a besoin d'un balcon, là, ce sera comme ça. Je ne vais pas utiliser normalement les lignes compliquées quand on parle de Bauhaus. Aussi, fenêtre horizontale et longue. Et c'est pourquoi? C'est pour le soleil, pour avoir beaucoup de soleil, normalement. Alors, en Europe, c'est vrai, ils ont ouvert tout. Tout était ouvert, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en Europe. Mais en Israël, c'était en fait juste, on va classifier, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin. Ça dépend le nord, le sud, etc. Mais on a utilisé cette méthode de fenêtre horizontale. Pareil, c'est un autre bâtiment de la ville de Bauhaus. Méni, excuse-moi de te déranger 2 secondes. Oui. Yasmine n'arrive pas à rentrer dans le. Elle est plus co-host. Est-ce que tu peux la remettre co-host? Il y a des gens qui sont en attente dans le Cheder Amtana et il n'y a que elle qui peut les rentrer. Oui, je vais essayer. S'il te plaît, excusez-moi de cette interruption. Oui, parce qu'il y a 10 personnes qui attendent, c'est dommage. Ouais, je vais faire. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. OK. Est-ce que c'est bon, Yasmine? J'ai autorisé tout le monde plutôt. Ouais. Je ne vois pas Yasmine dans la liste plutôt. Tu l'as en hébreu. Ah, voilà, je vois. Ouais, j'ai fait. C'est bon? יופי, תודה מני, זה בסדר. Et ok, alors ça c'est le style de Bauhaus un petit peu plus. Et on va parler d'éclectisme vite fait en Israël. C'est quoi éclectisme? En gros, c'est un style moderne qu'on prend plusieurs styles, on mélange ensemble. Ça c'est un style qu'on peut voir en Europe, style gothique avec classique mélangé. Mais en Israël, ça nous donne quelque chose même un petit peu plus particulier, je trouve.
Et ça, c'est à Tel Aviv, par exemple. Et pourquoi c'est un petit peu plus particulier? Parce que on va prendre le premier technion en Israël, c'est mon école, c'est pour ça que je suis fier. Alors, c'est dans les années 20. Et c'est un bon exemple pour l'éclectisme en Israël. Pourquoi? Parce qu'on utilisait aussi, il y a moderne, aussi un style arabe, aussi un style biblique, même un petit peu, et, et local. Par exemple, le fenêtre qui sont carrés ici, on peut voir les tuyaux, ça c'est le style moderne. Après, on peut voir l'arc arabe qui sont là. On peut voir le style de muraille, on peut dire, un petit peu biblique, et les pierres qui ont utilisé qui est local. Alors, ça nous donne quelque chose de particulier. Ça existe beaucoup en Israël, particulièrement dans les années 20 et 30. C'est une photo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un musée. Et on a terminé avec le style international et le Bauhaus. Et je parlais de mes projets maintenant. Projets d'architecture, d'intérieur. Alors, comme moi j'ai dit, je suis un architecte israélien et maintenant qu'on comprend un petit peu mieux c'est quoi l'architecture israélienne, je peux vous montrer comment j'ai intégré ces principes dans mes projets. Alors, ici, moi, j'utilise beaucoup cette phrase, la forme suit la fonction, form follow function. Alors, c'était quoi ici la fonction? La fonction ici était justement comment on utilise l'espace. Alors, si je savais, parce que les clients m'ont dit, je veux ici la cuisine, ici je veux la salle de bain, ici je veux le salon, ici la chambre, on a créé avant, on a parlé avant, on a créé une idée, et autour de ça, on a créé le style ou le design. Et ça, c'était l'idée. Aussi, c'est une méthode que les architectes de Bauhaus utilisent beaucoup. On utilise avant, on dit tout d'abord, c'est quoi les fonctions, quelles sont les fonctions, et autour de ça, on crée le design, et pas l'inverse. Je vais vous montrer plusieurs photos en plus. Et ça, c'est un autre projet. Et pareil, form, follow, function. Quelle est la fonction? La fonction, c'est une chambre dans ce cas. Et une autre chambre, alors je mets les deux et je crée même volume de forme simple, comme on a dit tout à l'heure, et pas quelque chose de peut-être plus compliqué que ça. Voici form, follow, function. Les étagères, c'est la fonction ici, et le couloir, le passage. Alors, je vais créer les formes selon les fonctions. Quelques photos en plus. Et on arrive à la fin avec un détail déjà. Voilà. Déjà, on peut toucher. Et on va parler de Doud et le balcon. Alors, Doud, c'est un chauffe-eau solaire. C'est vrai, c'est pas très, peut-être architecturel, mais oui. Parce que techniquement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est dans la loi, on doit poser le Doud en Israël. On ne peut pas. Alors, quelle est la fonction? On a dit toujours, on demande c'est quoi la fonction. La fonction, c'est avoir de l'eau chaude. Et comme en Israël, il fait très, très, très chaud. Et en plus, on a dit qu'on va utiliser les toits pour quelque chose. On va mélanger les deux. On va poser les doudes sur le balcon. On dit toujours quand on arrive en Israël, on voit la plage et les doudes partout. Ça, c'est presque déjà le paysage d'Israël un petit peu. Et comme on a dit, le toit. Et le balcon.
Alors, ça, c'est aussi très, très intéressant parce que le style de Bauhaus au début était sans balcon. Ça, c'est les Israéliens qui ont créé et avec le style de Bauhaus, comme on a dit tout à l'heure. Mais le balcon était pas en Europe, on n'a pas utilisé beaucoup de balcons. Alors, quelle est la fonction, sauf plaisir, parce qu'on adore le balcon, mais il y a une fonction très importante ici. D'autres photos. On sait peut-être pourquoi. Ça, c'est à Rothschild. Peut-être ça va vous aider. Pourquoi? Et comme on dit, sauf le plaisir, n'oubliez pas, en Israël, il fait très, très, très chaud. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la clim partout. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Et c'était pour ça, pour avoir un petit peu de fraîcheur. Et aussi, le mélange du balcon avec le style toujours nous donne quelque chose de très, très particulier en Israël qui n'existe qu'en Israël. Comme celui-là. Tout ça. Et je parlais aussi d'un phénomène en Israël, le balcon, que moi j'ai vu cette année aussi en France, en fait. Et c'est utiliser le balcon comme une souka dans la fête de Sukkot. Moi, je trouve que moi, je connais quelqu'un qui a fait un doctorat juste sur ce sujet. Alors, c'est aussi un grand sujet. Et je trouve que ça marche très, très bien avec la méthode qu'on a dit. J'ai une fonction, j'ai besoin de souka en ce moment. Et j'ai le balcon et je vais utiliser le balcon. Alors, ça on peut voir beaucoup à Jérusalem pendant le Sukkot ou à Bnei Brak. Ça existe beaucoup. Et on a terminé avec les échelles. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Et c'est pas sous-titré. Et c'est plutôt pour voir ce qu'on a dit jusqu'à là, les images, mais en vidéo. C'est tout ce qu'on a dit dans une petite vidéo. Et voilà. כשבאתי הנה לפני 6 שנים לא היה כאן כלום, רק שממה והמעברה הזאת. כאן אנחנו ממש רואים איך ממציאים על הנייר, איך מדמיינים מדינה, ומהר מאוד מיד אחר כך גם בונים אותה. אמרו לנו, תחכו במעברה, תקבלו שיכון. איזה שיכון ואיזה מיכון, לא שיכון ולא כלום. ולייצר פני שטח חדשים, ארשת חדשה, טיפוסיות חדשה, ישראלית, ממלכתית, שונה בתכלית מזו של היישוב הארץ ישראלי. הצטרפו אלינו לשיטוט והתבוננות באתר הבנייה של המדינה הישראלית. Meunier, merci beaucoup. Je crois que vraiment, tu as en quelques minutes à nous donner une vue, j'allais dire, macro et un peu micro de l'architecture israélienne. Et si tu as le temps pendant le film de regarder le chat, sinon je te renvoie sur le chat pendant que je fais cette introduction. On a un certain nombre de questions et je commencerai par une question d'ordre général. Si on a l'impression qu'Israël était en avance et quelque part un peu avant-gardiste dans son architecture avant la création de l'État et un peu au début avec des grands projets, est-ce qu'aujourd'hui on ne subit pas plus l'influence américaine qui est beaucoup plus standard dans l'architecture israélienne? Je pense pas que l'architecture américaine est présente en Israël. Je pense que plutôt européenne, plus qu'on pense.
mais même moi, je suis jeune, on peut dire, j'ai 32 ans, j'ai fait mes études il y a 10 ans, c'est vrai, mais même nous, on a appris le Corbusier beaucoup et les méthodes européennes. Alors, je pense que même les architectes, si on veut pas, et on connaît ces méthodes, on travaille avec ces méthodes. Alors, le Bauhaus dont on a beaucoup parlé, qui est quand même particulariste, puisque les gens vont de plus en plus sur Tel Aviv, et c'est quand même quelque chose de très particulier. Est-ce qu'il est restauré? Est-ce qu'il y a une loi qui régit le Bauhaus? Comment j'allais dire, il y a un capital architectural spécial qui est réservé à ces bâtiments en Israël? Alors oui, ça a commencé à 2000 à peu près, qu'on a remarqué en fait en Israël que Tel Aviv, on dit que Tel Aviv, c'est la ville avec le bâtiment de Bauhaus. Il y a le plus bâtiment de Bauhaus dans le monde entier, Tel Aviv. Il s'appelle aussi Aïr Alevana, on dit Aïr Alevana, la ville blanche, et la raison, c'est parce que les bâtiments de Bauhaus étaient toujours blancs. C'est pour ça qu'on dit l'Aïr Alevana à Tel Aviv. Et c'est vrai, à partir de l'année 2000, on réserve, on part de ça, on est conscient que la ville de Tel Aviv contient beaucoup de bâtiments de Bauhaus. Et il y a aujourd'hui quelques associations qui partent de ça, qui font des tours aussi de Tel Aviv, qui regardent. Par exemple, je sais qu'il y avait un projet il y a quelques temps qui a commandé des matériaux particuliers d'Allemagne pour rénover le bâtiment en Israël. Alors oui, c'est important, mais ça a commencé il n'y a pas longtemps. Le fait que c'est important aujourd'hui, ça a commencé il y a presque, on peut dire, 20 ans. Ce n'était pas comme ça pendant les années 50 à 2000. Alors une autre question sur les toits et les douches-mèches. Alors c'est vrai que c'est folklorique, c'est joli, mais au XXIe siècle, est-ce qu'aujourd'hui il y a un projet de rendre leur place aux toits méditerranéens qu'on trouve en Israël, qui ne sont pas des toits européens? Il n'y a pas de toits en tuiles, en tout cas très peu. Il y a des toits ouverts très orientaux, mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement beau aujourd'hui, si ça l'a été pendant un moment parce que c'était folklorique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions pour aménager ces toits et faire disparaître ces douches-mèches du paysage israélien? Alors, une très bonne question. Aujourd'hui, quand on construit de nouveau, déjà, les étages, après le 7e étage, on n'a pas les douches-mèches, en fait. Et avant le 7e étage, on cache les douches, c'est vrai. Pas sur les toits, ça y est, ça, on n'utilise plus. Mais comment on peut recacher les choses? Il y a un programme qui s'appelle Tama 38, Tama 38. C'est pour rénover les bâtiments et quand on le fait, on cache déjà. Alors, ça va prendre du temps, je pense peut-être dizaines d'années, on peut dire. Mais je pense qu'un jour, on va réussir à cacher tous les doutes en Israël. Une autre question. Le principe du premier étage ouvert n'a pas été compris parfaitement par tout le monde. Tu peux redévelopper? Oui, et c'est toujours une méthode du Bauhaus, le style international. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde à Paris, toujours normalement, le premier étage est bloqué, c'est-à-dire on habite là-bas. L'idée de ce principe, c'est l'idéologie plutôt, c'est qu'on pourra passer par. Tu parles, excuse-moi en hébreu, tu parles de Alamoudim, c'est de ça que tu parles? À la quoi? Exactement. À la Moudim, ça peut, on dit. C'est le rez-de-chaussée qui est ouvert par des piliers ouverts. Le rez-de-chaussée qui est ouvert. Le rez-de-chaussée, pas le premier étage. Le rez-de-chaussée, d'accord. Le rez-de-chaussée qui est ouvert, ouais, excusez-moi. J'ai bien compris. Une autre question, est-ce qu'il y a une influence ou est-ce qu'il y a une architecture russe? On sait qu'il y a une population de plus d'1 million de Russes en Israël. Est-ce qu'ils jouent un rôle, ils existent dans le monde architectural israélien ou pas du tout, pas encore? Et je pense qu'ils sont plus israéliens aujourd'hui. Est-ce que l'architecture russe, moi je ne connais pas particulièrement, honnêtement, je ne connais pas des influences russes. Je pense que les Russes qui sont arrivés en Israël dans les années 90 ont intégré assez bien avec
avec ce qu'il y avait déjà. Alors, ils ont appris le style israélien et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'influence russe aujourd'hui en Israël. Plutôt Alors, une question de design, une question personnelle sur le design. On a parlé d'architecture extérieure, tu nous as montré un petit peu tes réalisations en architecture d'intérieur. Moi, je suis régulièrement le Mador de Haaretz sur le design israélien. C'est quoi aujourd'hui la direction du design israélien? C'est du classique, c'est du moderne, c'est de l'éclectique, c'est des formes géométriques. C'est quoi les tendances finalement aujourd'hui des personnes qui investissent vraiment des gros travaux d'architecture intérieure? Alors aujourd'hui, j'aurais dit, je parle en général, pas nécessairement d'architecture intérieure. Je pense que toujours les principes en Israël, on garde ce que j'ai dit en gros, même si ça n'a l'air pas exactement ça, mais les principes sont pareils. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le modernisme, c'est plutôt postmodernisme, même après, c'est digital. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'ordinateur. Comme c'est aussi un pays de high-tech, on aime travailler avec les formes mathématiques. On travaille toujours avec les fonctions du soleil, par exemple, et on construit vert avec le matériau économique, etc. Et les designs particulièrement, je pense que toujours, je veux dire digital plutôt. On utilise beaucoup de l'ordinateur aujourd'hui. Alors, une question à laquelle on ne peut pas échapper dans le monde où on vit aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans la tendance générale de l'architecture dans le monde et en Israël en particulier, une évolution vers des matériaux bio, des matériaux autres que le béton? Tout à fait. Et pendant les années, c'est vrai que pas assez, je trouve, mais ça a commencé déjà il y a quelques années. Mais pas assez. Je pense que dans quelques années, déjà, ce sera dans la loi, moi je crois. D'accord, donc des constructions en bois, des constructions avec d'autres matériaux. En Israël, ce n'est pas autorisé la construction en bois, par exemple. D'accord. Mais oui, pas exactement, pas en bois, mais oui, normalement en Israël, on parle beaucoup de la chaleur. Comment on peut éviter la clim? Parce qu'on utilise tout le temps la clim. Ça, on parle d'un autre beaucoup côté, il y a des matériaux qui sont maintenant interdits depuis quelques années, comme l'amiante et d'autres matériaux encore, évidemment, qui eux, au contraire, sont sortis de l'utilisation, effectivement. D'accord. Mes amis les présentateurs, vous avez d'autres questions? En tout cas, Méni, la plupart des gens, tout le monde nous écrit que c'était très intéressant, c'était très clair. C'est un sujet peu connu. J'allais dire, tu as un petit peu, nous as vraiment éclairci, ouvert. On regardera plus Tel Aviv, on regardera plus les maisons de la même façon, avec un regard un peu plus critique, un peu plus, on va mieux comprendre ce qui se passe. Moi, je suis de Jérusalem, j'ai reconnu quelques photos. C'est vrai que ce sont des architectures qui sont pour la plupart tout à fait différentes, et c'est ça la richesse d'Israël. Et c'est ça la richesse de nos créateurs, de nos designers. Et je te remercie d'avoir accepté de participer, de nous présenter l'architecture israélienne. Merci à vous tous. Shavua Tov. Yasmine, tu nous donnes rendez-vous quand? Oui, donc rendez-vous jeudi soir à 19h heure française avec Shlomo Balsam. On va découvrir une personnalité, Henrietta Sald. Je ne sais pas, je pense qu'elle est très bonne. Henrietta Sald. Et voilà, donc jeudi 19h30. 19h30. À l'occasion de la semaine de la famille cette semaine. Merci beaucoup, merci Yasmine, merci Naftali et surtout merci Méni, merci à vous tous. Shavua Tov et à jeudi. Au revoir. Bye.